Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Atelier littéraire. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un invité exceptionnel qui est Laurent de Sutter. Bonjour Laurent de Sutter. Bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe. Vous avez publié de nombreux livres, parmi lesquels Pornostar, Deleuze, La pratique du droit, Théorie du trou, Contre l'érotisme, à la Musardine en 2011, ou encore Striptease, l'art de l'agacement. Mais vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau livre, de cette nouveauté qui s'appelle Magic. Magic, un livre que vous venez de publier, Magic, une métaphysique du lien, au PUF, aux presses universitaires de France. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots donc, sur ce livre qui vient de sortir, parce que vous êtes, donc, je l'ai dit, à la fois écrivain et philosophe, mais vous êtes aussi éditeur. Vous avez 2 collections que vous dirigez. Vous êtes aussi journaliste, chroniqueur dans de nombreux médias, dans la presse, comme notamment Vanity Fair ou Grazia également. Et donc ce livre, Magic, comme son nom l'indique, va parler de la magie, mais sous quel angle? Comment avez-vous abordé ce thème dans ce livre? Tout d'abord, merci de votre invitation. C'est un livre qui est un petit peu curieux, qui est un petit peu curieux à plein d'égards. Il est d'abord un petit peu curieux quant à son mode d'existence, son mode de production, puisque à la base, c'est une conférence que j'ai donnée en Belgique, à l'équivalent belge du Collège de France, ça s'appelle le Collège Belgique, voilà. Et puis j'avais ce petit texte, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'en ai parlé à la directrice éditoriale des presses universitaires de France, Monique Labrune. Je lui ai demandé son avis, elle m'a dit, écoutez, on le publie, et on va en faire un livre. Alors c'est marrant, parce qu'une conférence, transformer une conférence en livre, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est quelque chose en général que l'on laisse aux vétérans dont chaque trace subitement prend une valeur exceptionnelle. Mais j'étais quand même très très content parce que c'était pour moi aussi une manière de renouer. Ça faisait longtemps en fait que je n'avais plus publié de livre qui appartenant à mon champ universitaire, qui est la théorie du droit. Parce que je suis fondamentalement juriste. En fait, depuis Deleuze, la pratique du droit en 2009, j'avais plus publié de livres véritables sur des questions qui étaient des questions juridiques. Simplement, ce que m'a dit Monique Labrune quand on a parlé du texte, elle a dit la seule chose qu'il faut, c'est que le mot droit n'apparaisse pas en couverture parce que ça fait fuir les lecteurs. D'accord. Et donc on a décidé de partir sur ce titre parce qu'en fait, effectivement, c'est un livre sur la magie du droit. À comprendre, évidemment, non pas la magie au sens de sortilège, au sens des filtres d'amour, des potions, voilà, exactement au sens de Merlin l'Enchanteur et des chapeaux pointus. Ou d'Harry Potter. Quoique, justement. Oui, c'est vrai, en fait. Vous me faites dire une bêtise. Non, je suis tout à fait désolé. Tout à fait, vous avez raison. Effectivement, il y a un lien avec Harry Potter ou avec une interprétation possible de Harry Potter, comme celle qu'a fait récemment ce grand philosophe français, Jean-Claude Milner, dans un très très beau livre. Dans une autre collection parue au PUF aussi, collection dirigée par Tristan Garcia et... Voilà, que nous recommandons tous les deux, Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques. Voilà, un très grand livre. Voilà, ce qui prouve que la philosophie, mais alors c'est très étonnant, la philosophie s'intéresse à Harry Potter. Pourquoi le droit, justement, s'intéresse... Enfin, comment vous avez réussi à aborder à la fois le droit et la magie, qui semblent effectivement 2 domaines assez disparates. Les normes, les règles d'un côté, le merveilleux de l'autre. Exactement. L'idée qu'on se fait tous du droit, c'est... pour le dire de manière un petit peu carrée, c'est la chose la plus chiante au monde. C'est vraiment quelque chose avec lequel la plupart des gens finalement ne croient rencontrer que dans des situations qui sont des situations d'ennui. Oui. Ou de problèmes. D'ennui, de problèmes, de difficultés, etc. Or, c'est faux. Et on passe notre temps, notre vie entière à passer des transactions qui sont des transactions de nature juridique. Vous allez au magasin, vous allez au distributeur, vous demandez d'une bouteille d'eau, c'est une transaction juridique. Vous allez au magasin du coin, c'est une transaction, etc. Vous rentrez dans un taxi, transaction, etc. etc. Bon. Oui, on est des êtres de droit. Nous sommes véritablement toute la journée. Exactement. Nous sommes des êtres dont toutes les actions, d'une certaine manière, sont qualifiables juridiquement, ou un mode d'existence qui est un mode d'existence juridique qui les rend, et c'est ça qui m'a intéressé, qui les rend, à un certain point de vue, nécessaires. Et la question qui, moi, m'a intéressé a été celle-là, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui fait que, lorsque nous entrons en relation juridique avec autrui, qu'une obligation naît dans notre relation autrui, qu'est-ce qui fait que cette obligation, eh bien, tout simplement, est suivie d'effets, et que ces effets soient considérés comme nécessaires?
Et l'idée que j'avais, c'était de dire, c'est jamais la peur du flic qui va faire que l'on paye nos dettes. D'accord. C'est jamais, disons, la punition, la peur de la punition, c'est jamais la figure du souverain, etc., etc. Toutes les explications que l'on donne, toutes les motivations, d'une certaine manière, que l'on donne à la nécessité juridique, sont des motivations qui m'ont toujours paru elles-mêmes manquer de motivation, enfin, qui nécessitaient elles-mêmes des explications. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas du tout. Et j'ai cru utile, d'une certaine manière, d'aller creuser et retrouver la manière dont la nécessité des liens de droit a été formulée au tout début du droit, c'est-à-dire à la véritable origine du droit romain. Donc plus de 2500 ans avant notre ère, puisque nous vivons toujours aujourd'hui dans un système juridique qui est un système juridique dont tous les rouages, tous les grands mécanismes n'ont pas changé d'un iota depuis le droit romain. C'est une histoire très ancienne. Voilà, c'est une histoire très ancienne. La législation a changé, mais le droit lui-même et les catégories juridiques elles-mêmes n'ont pas changé. Le cadre, finalement. Le cadre elle-même. En l'occurrence, l'idée d'obligation est une idée qui effectivement s'est développée et est née à Rome. On en a des traces dans les premiers documents juridiques romains, en l'occurrence la loi des 12 tables, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Comment dirais-je, cette évolution de l'histoire des obligations jusqu'à sa forme consolidée au IIe siècle de notre ère, eh bien depuis, nous vivons véritablement sous un régime romain. Mais là où c'est intéressant, c'est que au tout début, les premières obligations, le premier exemple d'obligation que l'on voit et avec lequel on a à se débrouiller, dont parle la loi des 12 tables, c'est une obligation de garantie très particulière qui s'appelle le nexum. D'accord. Et quand vous examinez le nexum, Et quand vous examinez cette institution, comme on dit, cette institution du droit romain, que vous examinez la manière dont elle fonctionne de la manière suivante. Le nexum, c'est une personne qui doit de l'argent à une autre, et afin de garantir que cette personne en dette paye effectivement sa dette, une espèce de cérémonial est mis en place, cérémonial qui s'appelle per aes et libram en droit romain, qui implique simplement qu'un des protagonistes de l'obligation arbore un certain nombre de poids de cuivre, etc., et prononce un certain nombre de formules qui sont des formules appelées formules de damnatio, formules de damnation, ce sont des formules magiques. D'accord. La magie arrive maintenant. Voilà, qui sont des formules magiques par lesquelles quelque chose comme une nécessité de la dette et du paiement de la dette sera garantie. D'accord. La question c'est, oui d'accord, des formules magiques, mais bon, si on n'y croit pas, les formules magiques, on s'en tamponne et puis on repart. Sauf que, ce qui est intéressant, quand on examine l'histoire du droit des obligations et l'histoire de cette relation très particulière à la magie qui a fasciné les chercheurs en sciences sociales au début du XXe siècle, eh bien, c'est de dire il y a effectivement quelque chose qui se passe indépendamment des effets matériels. L'obligation, c'est une chose. Voilà, vous payez ou vous ne payez pas. Mais il n'empêche pas moins que quelque chose, par la prononciation de la formule, s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes devenu le garant. La garantie est née. Évidemment, cette garantie peut très bien ne pas être suivie des faits, mais il y a un point de votre être, qui est un point capital, qui a été altéré. De même qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le magasin du coin acheter des bonbons, au moment où vous dites « Bonjour, je voudrais ce carambar », d'accord, ça donne un exemple très concret, du coup, passons au carambar et aux friandises. Je veux ce carambar, j'ignore la blague qui est à l'intérieur, elle sera sans doute très mauvaise, mais c'est pas grave, je le veux quand même. À ce moment-là, vous êtes entré à l'intérieur du cercle magique de l'obligation, qui fait que de possesseur d'une certaine somme d'argent, vous êtes devenu débiteur de cette somme d'argent en un claquement de doigts, et de manière absolument nécessaire, et vous ne pouvez pas fuir cela. Vous pouvez fuir le fait de payer votre dette, bien sûr, et alors là, peut-être que les flics vont débarquer, etc., mais vous ne pouvez pas fuir le fait que vous avez été transformé, et transformé dans votre être. De même que la personne en face de vous a été transformée dans son être également. Il était possesseur, ou plutôt même propriétaire de ce carambar. À partir du moment où vous dites, voilà, et vous mettez la somme d'argent sur la table, il n'est plus propriétaire. Qu'il le garde et qu'il refuse de vous le donner, après, il y a toute une mise en branle d'un dispositif juridique ou d'un dispositif judiciaire qui peut s'opérer. Mais la transformation a eu lieu là. Et donc c'est ça qui m'a fasciné, et c'est ça que j'ai essayé d'examiner dans ce petit livre, c'est ce moment-là, et le lien qui peut exister entre droit, nécessité,
obligation et magie. C'est véritablement l'objet de ce livre. Voilà. Peut-être ma dernière question, alors justement, quels sont les philosophes qui vous aident justement puisque vous êtes aussi philosophe, même si vous êtes professeur de théorie du droit, quels sont les philosophes qui peuvent nous aider justement à aller vers cette découverte un petit peu de du mystère, de la magie, de la transcendance, de l'interaction finalement, de la transaction tout à fait basique, matérielle, économique. Alors, ceux qui m'accompagnent ici dans ce petit livre sont de deux ordres. Il y a les alliés et les ennemis, si j'ose dire. Bon, les ennemis, ce sont tous les penseurs du grand lien, les penseurs du lien social, cette espèce d'immense abstraction non équipée. Ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est de dire non, pas du tout. Les relations sont des relations équipées d'obligations l'une après l'autre. Le lien social, comme une espèce de grande généralité, ça n'existe pas. Effectivement, Durkheim, par exemple, en prend pour son grade, Rousseau aussi. D'accord. Et ce que je souhaite faire, ce que je suis, c'est d'abord Montesquieu, dont la définition du rapport juridique n'a jamais été véritablement comprise, je crois, jusqu'au bout, puisque c'est un rapport qui implique, dit Montesquieu, dans l'esprit des lois, implique les dieux, implique etc., donc implique une multiplicité d'êtres. Donc l'obligation n'est pas simplement forcément humaine. Mais aussi Gabriel Tarde, qui est le grand penseur de la finesse des réseaux de liens qui nous unissent, mais aussi Giordano Bruno, dont les traités, surtout les traités qui ont été retrouvés de manière posthume, aussi entre analyse de la magie et analyse du lien. La magie est magie du lien pour Giordano Bruno, et il établit lui aussi une espèce de cathédrale hiérarchique des liens qui finissent par constituer le monde, en fait. Voilà, ça ce sont les amis qui nous accompagnent, qui accompagnent cette petite enquête dans les tréfonds de l'histoire du droit. Voilà, et qu'on peut donc redécouvrir grâce à vous. Merci infiniment, Laurent de Sutter, d'être venu. Donc je recommande vivement la lecture de votre livre Magic, une métaphysique du lien, qui vient de paraître au PUF. Merci à vous, et donc rendez-vous pour une prochaine émission donc de l'Atelier littéraire. Au revoir.